Bonsoir et bienvenue dans cette 4e émission en direct des Jeux, votre magazine quotidien qui vous accompagne tout le long de ces Jeux Olympiques. Je suis avec Anthony. Ah tiens Anthony, viens par là. J'arrive. Je te rappelle que tu as commenté le patinage hier. Ah mais ça m'a tellement plu que j'ai... Il faut tourner la page Anthony. Ah bon d'accord, bon voilà. D'ailleurs en parlant de patinage, Christophe Alluet, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez vu patiner pendant avant l'émission, c'est bon, je suis prêt à intégrer le coaching staff du LHC. C'est pas mal, on prend. Merci Christophe. Il est très politiquement correct. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Comme d'habitude, on va avoir un invité, des jeunes journalistes et également des coulisses aujourd'hui de la place des médailles. Qu'est-ce que les jeunes font lorsqu'ils viennent ici récupérer leurs médailles? On va faire le cheminement. Mais tout d'abord, on va en station retrouver notre autre jeune journaliste, à savoir Manu, qui se trouve de Champéry. Manu, est-ce que ça glisse aussi bien pour toi que pour moi? Oui, salut Anthony, salut Nicolas, ça glisse à fond ici à Champéry dans cette magnifique halle du Palladium où se déroulent les compétitions de curling. À cette occasion, je reçois le président de la commune, Luc Felet. Bonsoir. Champéry qui se transforme en mec du curling pendant ces JOJ. Quel effet ça vous fait ? C'est une longue histoire qui a commencé en 2005 avec le Festival olympique de la jeunesse européenne. Ensuite, nous avons travaillé chaque année, pour ainsi dire, dans le curling, puisque nous faisons partie de ce qu'on appelle la Ligue des champions du curling. Et nous avons 2 championnats d'Europe et un championnat du monde. Donc le curling, c'est une histoire qui a commencé en 1912 à Champéry et qui continue. Mais maintenant, on s'est placé sur la carte du monde au point de vue curling. Et en termes de retombées, pour une commune comme Champéry, qu'est-ce que ça entraîne ? Alors les retombées sont diverses. La première des retombées, c'est d'être présent sur la carte et de se faire connaître notre région, notre village, notre commune. C'est très important. Et deuxièmement, c'est les spectateurs qui viennent du monde entier, puisqu'il y a des différents pays qui sont membres et qui font les compétitions de curling. Ces gens viennent ici et nous découvrent et connaissent notre région. Et puis troisièmement, c'est qu'il y a quand même des officiels comme la Fédération mondiale de curling, la télévision, les gens de la technique qui dorment pendant 2 semaines et demie, pour ainsi dire, ici à Champéry. Donc en semaine de janvier, c'est très intéressant. Mais le plus important, c'est de rester actif dans le monde du curling et sur la carte du monde. Et je vous ai vu tout à l'heure en tribune, en termes d'ambiance, qu'est-ce que vous avez palpé? Est-ce que ça vous a plu? Vous avez senti une ferveur ici? Ah oui, je crois que depuis 2005, on avait dimanche à peu près les gradins qui étaient pleins. De personnes qui découvraient le curling et Champéry, qui venaient du Canada, qui venaient de la Chine ou qui venaient du Japon. C'est quand même intéressant. Voilà, ça dépend un peu des matchs. On voit que maintenant on a avancé dans le premier tournoi du round robin. On est à la 11e session. Donc on voit les équipes qui sont plus fortes, qui attirent, et les équipes moins fortes, qui attirent moins de monde. Mais on va gentiment se mettre vers les finales, puisque c'est une première semaine qui termine le 16 avec la finale, avec les médailles distribuées ici à Champéry. Et après on remixe tout ça et on fait une 2e semaine. Merci beaucoup Monsieur Felet d'avoir été avec nous ce soir. Moi je redonne la parole à Lausanne où j'espère qu'Anthony et Nicolas sont toujours debout sur la glace. Merci Manu, alors moi je suis toujours debout mais j'ai quitté mes patins. On va maintenant découvrir justement les coulisses de cette place des médailles ici en compagnie de Luigi Mancini. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va un petit peu découvrir, voilà, là on est dans les coulisses, là où les athlètes rentrent, vous voyez peut-être derrière nous, rentrent pour aller chercher leur médaille. C'est quoi le secret de cet endroit? Alors le secret, c'est qu'ici c'est le backstage. Donc 2 choses importantes, c'est qu'on a le groupe, les musiciens qui se préparent ici pour après la remise des médailles. Et ici vous avez tous les athlètes avec les présenteurs qui viennent ici et ils attendent le poste pour passer à la cérémonie. Et vous voyez d'ailleurs par terre, si Alessandra peut nous montrer par terre, il y a vraiment la cursive pour tout le monde. Vous avez peur que les gens se perdent à mettre ces balisages jaunes? Non, parce qu'au fait, à cause de l'éclairage, c'est une lumière qui est fluorescente, donc au moins c'est la sécurité pour les athlètes. Et on voit juste à côté de nous le podium justement qui va justement se préparer. On est vraiment au cœur des préparatifs de la cérémonie qui aura lieu à 19h. Les athlètes, vous les voyez chaque jour arriver. Est-ce que vous sentez un petit peu qu'il y a l'esprit olympique, voilà, ils ont réussi leur journée, ils ont réussi quelque chose de fort, des larmes? Ah oui, alors c'est quelque chose d'émotionnel, même pour nous, quand c'est la médaille suisse, par exemple la médaille d'or, au niveau des bénévoles, il y a une certaine émotion, le public et surtout les athlètes. Alors après, vous avez les différentes nationalités, la communauté italienne qui va fêter ça, un doublé ce soir, donc ça amène, c'est un certain engouement. Puis même les Russes ou les Suédois, même les Italiens, même les Français, il y a de l'enforce, il y a de l'engouement ici au flanc.
Il y a de l'engouement. Le Japon, par exemple, ici, on a un restaurant qui est japonais, donc ça amène du monde et il y a vraiment un enthousiasme énorme pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça, et vous voyez les éléments justement qui sont en train de se montrer, Alessandra, si tu arrives à montrer, parfait. Voilà, les éléments qui sont en train de se monter, le podium qui est en train de se mettre sur pied. C'est combien d'heures de travail par jour, Luigi? Alors, on a des équipes de bénévoles qui commencent à 7h30 déjà à l'Arena, toutes les compétitions qui se déroulent soit à Malais 2.0 à l'Arena. Ici, on a des bénévoles qui commencent à environ vers 14h pour préparer le matériel, pour préparer aussi la patinoire. Nous, on est ici sur le site de la place des médailles à peu près jusqu'à 22h parce qu'on doit rendre la patinoire à Lausanne-en-Jeu le matin qui doit être propre. Ok, bah du coup on va vous laisser aller continuer. On se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, dans cet endroit, on sent le frémissement de l'esprit olympique. Et du coup, Nicolas, ton invité, est-ce que lui aussi, il sent un petit peu ce frémissement des anneaux? Écoute Anthony, ça tombe bien, je vais lui demander. Cristobal, vous étiez gardien au LHC, vous avez participé aux Jeux Olympiques en 98 à Nagano, à Salt Lake en 2002. Vous avez gagné plusieurs championnats, dont la NHL. Finalement, cette place de médaille derrière moi, qu'est-ce qu'elle représente pour un athlète? Moi, je n'ai pas eu la chance d'être sur la place des médailles parce que je n'ai jamais fait de médaille aux Jeux Olympiques. Mais je crois que c'est un moment, on dit que l'important c'est de participer, mais je crois quand même que c'est un moment de partage assez important dans les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques de la jeunesse aussi. Mais moi, dans mon cas, c'est vrai que c'était les Jeux Olympiques, même si, comme j'ai dit, on n'a pas cherché des médailles. C'est un moment important dans ma carrière, les Jeux Olympiques. Ça a été deux moments assez incroyables de partager ça avec mes coéquipiers, c'est avec l'équipe de France. Mais c'était des moments fantastiques et j'en garde d'excellents souvenirs, bien sûr. Merci Cristobal. Restez avec nous parce que Roland va nous emmener découvrir le hockey comme vous ne l'avez jamais encore vu. Le hockey 3 contre 3, c'est une patinoire divisée en 2 aires de jeu, 3 tiers-temps de 16 minutes sans arrêt de chronomètre, des changements imposés toutes les minutes pour les joueurs et toutes les 8 minutes pour les gardiens. Alors ce qui me plaît, c'est que ça va rapide. Faut pas faire beaucoup de fautes, Si une faute, ça part direct. On peut marquer tout le temps, à tout moment. Mais ça commence à être dur à la fin parce que la glace commence à être usée, donc faut faire gaffe. Joueurs et gardiens, ça va dans les deux sens parce que les joueurs, ils sont toujours en train de faire avant, en haut. Et puis nous, les gardiens, on est toujours en haut, en bas, on doit être toujours placé prêt pour les tirs, donc c'est forcément beaucoup plus physique. Une discipline qui plaît donc et une volonté pour la Fédération internationale d'amener un nouveau souffle dans ce sport centenaire au niveau olympique. Il n'y a pas de sélection qui sont faites par le coach où on laisse des joueurs sur le banc, il n'y a pas de tactique non plus. Donc finalement c'est très offensif, c'est surtout le patinage, les passes, les shoots, ce qui fait finalement la qualité d'un bon joueur de hockey. Particularité à Lausanne, les équipes sont mixtes. Ici, Français, Slovènes, Ukrainiens ou Russes font partie du même team, qu'ils soient verts, orange ou bruns. C'est sûr que c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'être vraiment à Lausanne. J'ai vraiment l'impression d'être dans une autre planète, dans un autre monde. Ça met un peu ensemble les différentes cultures aussi, les différentes capacités et talents qu'on a. Mais on est surpris aussi, vous savez, ici, des petits pays, enfin petits pays de hockey, comme en Asie, le Singapour, le Qatar, qui sont du point de vue patinage et maniement de crosse, qui sont pratiquement égales à nos gens ici en Europe. Le but avoué, imiter le basket qui avec le 3 contre 3 cartonne. Le hockey fera-t-il aussi bien? Les jeunes en tout cas y croient. Et vous Cristobal, est-ce que vous y croyez? J'y crois, ça sera au comité olympique de voir s'ils y croient eux, mais je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant, surtout pour les JOJ, parce que ça permet de mélanger les pays, les athlètes ont vraiment l'expérience des JO vraiment à être partagée avec d'autres pays. Je crois que c'est une expérience enrichissante et incroyable. Et au niveau du spectacle, c'est assez cool avec la musique en fond, c'est assez fun, ouais. Lausanne est une ville spéciale pour vous en raison de votre parcours au LHC. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de voir en fait ces Jeux Olympiques aujourd'hui organisés dans cette ville de Lausanne?
Moi, je pense que je m'en rendais pas bien compte à quel point ça pouvait être cool quoi, d'avoir ça ici. Je pense que les gens répondent vraiment présents. L'enthousiasme qu'on voit dans la ville, que ce soit ici ou dans les stades, dans les stations, on voit que ça prend bien. Et voilà, nous, avec le LHC, on est un peu au milieu de tout ça, à la Vaudoise Arena, mais on est super content de voir ces événements-là. D'accord. Et puis finalement pour vous, c'est quoi l'esprit olympique? Qu'est-ce qu'il faut retenir surtout? Quel esprit avoir durant ces JO, autant pour les athlètes que pour les autres parties prenantes? Moi, je crois que c'est le partage, l'ouverture sur les autres. On voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. On voit des pays, on se partage vraiment. Pour ces jeunes athlètes, c'est au Vortex ou dans les épreuves. C'est la chance aussi pour ces athlètes de se confronter à des autres athlètes du monde entier et de vivre vraiment en communauté, de partager des moments qu'ils n'auraient pas forcément la chance de faire. D'accord, merci Cristobal. Je vais repasser la main à Anthony qui, je crois, s'est plutôt perdu en coulisses. Il est assez virevoltant ce garçon. On va essayer de le retrouver. Virevoltant et j'ose Nicolas. Et je suis même sorti des coulisses, figurez-vous. J'ai trouvé ma place pour la cérémonie protocolaire de ce soir. Il y aura des médailles suisses qui seront distribuées, vu qu'en ski alpin on n'a pas eu l'or, mais on a eu le bronze et l'argent. Bref, il y a quand même eu de bons résultats. Et voilà, tout de suite par contre on va passer à notre sujet jeune du jour. Et c'est d'ailleurs toi Nicolas qui l'a réalisé. Et tu as été rencontré de plus jeunes journalistes encore. Au JOJ, il n'y a pas que les athlètes qui sont jeunes, les journalistes aussi, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant avec Radiobus. Venez avec moi. On se retrouve donc sur la place Pépinet, derrière moi Radiobus. Alors Radiobus, qu'est-ce que c'est? C'est un studio radio mobile totalement équipé pour produire et émettre des émissions depuis un village ou une école. Ces émissions sont donc animées et produites par des élèves. Venez avec moi, on va voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Bonjour Monsieur Badon, vous êtes professeur à la Haute École Pédagogique de Lausanne, mais également responsable de Radiobus. Dites-nous, Radiobus c'est quoi? Alors Radiobus, c'est un concept de radio en milieu scolaire qui existe depuis 2002. Qui a été monté à partir d'une expérience de radio que j'ai menée dans l'établissement où j'enseignais les branches économiques dans la fin des années 90. Et ce concept vise à permettre aux élèves et aux profs d'intégrer la radio comme outil au service des apprentissages et par là même de faire un peu d'éducation en médias. Dites-nous maintenant quel est le rôle de ces enfants dans le cadre de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse ici à Lausanne. Alors, lorsque le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse a approché le département en disant on aimerait bien pouvoir intégrer un maximum de jeunes dans les Jeux Olympiques de la Jeunesse, le département a dit ouais, on a plein d'activités possibles avec les élèves. Et il y a le Radiobus, donc ce serait une bonne idée que de faire en sorte que le Radiobus soit la radio des JOJ faite par les jeunes durant les Jeux Olympiques. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Radiobus pour janvier 2020. RSJ 2020. Du 9 au 22 janvier. Durant tous les Jeux Olympiques de la Jeunesse, Écoutez Radiobus Sport janvier 2020. Bonjour les filles, alors on va faire comme chez les grands. Comment est-ce que vous vous sentez après votre passage dans cette émission? Mal. Tu te sens mal? J'ai peur. Je suis stressée des fois pendant l'émission, mais après ça s'arrête un bout d'un moment. Ça va, j'ai un peu l'habitude, moi. Expliquez-moi ce que vous faites dans ce compartiment plutôt technique du bus. En fait, on clique sur ce bouton pour avertir, on allume les micros. Ça c'est pour allumer les micros et ça c'est pour éteindre les micros. Pour changer la musique, quand on me dit de changer, j'appuie sur le bouton bleu. Et puis on avertit aussi tant de secondes avant que ça commence. Merci d'être venu nous rencontrer. Nous, on continue en musique sur RSJ 2020. En tout cas, visiblement, je me suis fait avoir par mon propre jeu. Je pense que je vais m'arrêter là. Et au virevoltant que je suis, je vous propose de découvrir un nouvel endroit. Et je suis ici en compagnie de David Berkla.
On est ici dans le sein des seins de la cérémonie. Oui, ici donc on se retrouve dans la Green Room. La Green Room est l'endroit où on reçoit tous les jours les médaillés qui se préparent à recevoir leur médaille sur le podium à partir de 19h. Parfait, je vous remercie. Du coup, je vais rejoindre Luigi, mon guide de tout à l'heure. Luigi, ça s'est tellement bien passé que du coup, j'ai envie de te demander en quoi est-ce que je peux vous aider? Ah bah écoute, ici on va avoir 15 athlètes, mais je pense qu'il faut que tu prépares les chaises pour qu'ils puissent s'asseoir et qu'ils puissent se reposer en attendant cette belle cérémonie. Parfait, merci beaucoup. Du coup, Nico, je te laisse la parole. Tu as vu que tu as l'air de maîtriser et puis moi, je vais aller bosser. Alors, on y va. Voilà. Courage à toi, Anthony. Travaille bien, tu as du pain sur la planche. Cristobal, l'histoire raconte que vous êtes devenu gardien un peu par hasard. Votre équipe, à vos débuts, votre équipe cherchait un gardien et on vous a attribué un peu ce rôle par défaut. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Ouais, c'est un peu ça. J'avais commencé le hockey par mon frère en fait, et puis dans la rue on jouait tout le temps, et puis comme j'étais le plus petit dans la rue on me mettait dans la cage, et puis quand il y a eu besoin d'un gardien dans une équipe, voilà, je voulais faire un peu différent de mon frère. Et puis, mais j'en ai parlé tout à l'heure avec Florence Schelling, elle a eu le même parcours, elle a été martyrisée par ses frères, donc c'est souvent un peu le cas comme ça. Est-ce que vous considérez que votre parcours professionnel en tant que joueur de hockey est un exemple à suivre? Est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous aurez voulu faire autrement? Non, moi, mon parcours il est exceptionnel. Si on regarde à l'époque, moi je m'entraînais 2 fois par semaine. C'est pas beaucoup comparé aux jeunes de maintenant. Et je rêvais pas de toute cette carrière-là. Ça s'est arrivé comme ça. Mais si on regarde maintenant les jeunes, c'est beaucoup plus poussé. Et ils ont vraiment un cheminement qui est peut-être plus difficile maintenant pour arriver au plus haut niveau. Donc je suis assez admiratif de ces jeunes, les sacrifices qu'ils font. C'était peut-être pas le cas à mon époque. Merci beaucoup. Anthony, on ne t'entend plus. Est-ce que tout va bien chez toi? Eh ben oui, figure-toi Nico, j'ai fini de travailler, les chaises ont été mises en place. Luigi, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que je suis engagé? Ah oui, alors tu es engagé, puis on va aller au bureau des bénévoles pour t'équiper en tenue, notre tenue à nous. Magnifique, j'aurai le droit à la jolie veste. Luigi, ces places de cérémonie, c'est toujours magnifique. Pourquoi? Pour vous, il faut venir. Il faut venir parce que vous avez suivi les athlètes sur les pistes ou à la patinoire et venez pour terminer leur compétition, c'est-à-dire avec la médaille autour du cou. Luigi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir un petit peu guidés dans les entrées ici à la Medal Plaza. Et c'est l'heure pour nous de rejoindre Manu en station du côté de Champéry avec un nouvel invité, Manu. Oui, je suis toujours à Champéry et aujourd'hui j'ai de la chance parce que j'ai 2 présidents au micro. On peut dire que j'ai fait d'une pierre 2 coups. Au curling, on appelle ça un double take-out. Jacques Dusset, bonsoir. Vous êtes le président du curling club de Champéry. J'imagine que ça vous fait vraiment beaucoup d'effet d'accueillir ces compétitions de curling. Évidemment que c'est un grand honneur pour nous d'accueillir ce genre de compétition. C'est un honneur pour le curling ça donne une visibilité mondiale au curling. Ça donne une visibilité très grande aussi au curling club de Champéry, ce qui est très intéressant pour nous. Et un point qui m'intéresse particulièrement, c'est que ça donne beaucoup de visibilité pour les juniors, puisque c'est les Jeux Olympiques des jeunes, et ça va renforcer automatiquement notre mouvement junior. On sait que chaque fois qu'il y a des grandes compétitions, le mouvement junior prend de l'ampleur, et ça me réjouit beaucoup. J'imagine que vous avez pu assister à des rencontres. Un mot sur le niveau de ces jeunes athlètes? Le niveau, suivant les nations, est assez élevé, en particulier en ce qui concerne la technique. Je pense qu'ils ont pas mal encore à apprendre au niveau de la psychologie, de la compréhension au sein de l'équipe. Il y a encore du travail à faire là autour, mais on sent qu'on a des graines de champions. Parlons un peu de la Suisse, 4e victoire en autant de rencontres. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse est favorite pour obtenir une médaille dans ces JOJ? Alors, clairement, une médaille, j'espère bien. J'espère même qu'elle soit un peu en or, cette médaille. Mon pronostic serait évidemment une belle finale style Suisse-Canada, mais attention à certaines équipes qui marchent bien, style l'Italie et pourquoi pas la Nouvelle-Zélande qui a gagné jusqu'à maintenant aussi tout. Alors moi j'ai vu tout à l'heure que vous aviez fait des initiations pour les jeunes écoliers. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que ça dure toute la semaine? Oui, alors chaque jour nous accueillons 4 classes ou 5 classes qui viennent faire une initiation d'environ 1 heure au curling, qui viennent du Valais et du canton de Vaud principalement.
Super, bah écoutez, moi en tout cas, vous m'avez donné envie de tester ce sport. Alors je sais pas, est-ce que vous pensez que je suis prêt pour faire un essai? Un petit échauffement. Voilà. Alors allez, on va s'échauffer comme ça, voilà. Et puis bah, je vais me lancer. Je vais essayer de mettre la pierre dans la maison. La maison pour notre émission, elle se trouve à Lausanne. Et puis bah, justement, on va retrouver Lausanne. C'est parti. Bon, ben Manu, essaye d'éviter de te blesser. On a encore besoin de toi avant la fin de ces JOJ. Merci, puis bon retour à toi du coup de Champéry. Quant à nous, c'est l'heure maintenant de découvrir le sujet en parallèle de Lausanne en jeu, des animations culturelles au cœur de tout ça. Et puis je peux vous dire que Julien va nous régaler en images. L'espace Arlo ici qui est en train de vrombir au bruit justement des enfants qui courent, des gens qui rient et des boutons qui cliquent. Et ben, l'espace Arlo, c'est un espace dédié justement à la culture ludique, aux jeux vidéo, mais pas seulement, aussi aux jeux de société, aux jeux de rôle, vraiment à toutes ces pratiques en fait autour du jeu, autour des tables, autour des écrans, pour se réunir un petit peu là autour, découvrir ensemble et puis aussi bah, évidemment s'amuser. Dans les différentes pièces, on a tout en haut des écoles, des espaces de formation qui vont créer autour de l'animation, autour de la création, de la modélisation 3D, du jeu de société. En bas, on a du patrimoine, des anciennes machines, des anciens écrans, le musée Bolo qui vient nous présenter justement ces machines. Et puis une salle de conférence bienveillante, ouverte, comme un salon, dans laquelle on va discuter autour du jeu vidéo et de nos pratiques. Et puis là où on se trouve, ici à cet étage, des bornes d'arcade où vraiment le public peut s'emparer des manettes, jouer, découvrir ensemble des jeux uniquement suisses, locaux de créateurs et de créatrices de la région. Pour moi, il y a deux liens en fait entre l'espace Arlo et les JOJ. C'est évidemment la jeunesse, et puis la jeunesse quand même, il faut se rendre à l'évidence, c'est aussi le jeu vidéo. Donc il faut aussi un espace pour moi qui soit là pour réfléchir culturellement et artistiquement à ces pratiques. Et le deuxième point, c'est la performance et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ici des équipes e-sportives et des associations e-sportives qui vont réfléchir au sport électronique, mais uniquement sur du jeu vidéo suisse. Pour ma part, c'est un sujet qui m'a vraiment donné envie de geeker. C'est malheureusement déjà la fin de ce plateau. Christophe Baluet, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces jeunes athlètes ? Je crois pour avoir échangé un peu avec eux et s'ils sont là, c'est qu'ils ont du talent. Je crois que c'est de continuer à faire les choses avec plaisir et puis de se donner à fond. Je crois qu'ils sont pas loin maintenant, mais d'avoir des rêves et de continuer comme ça. Christophe Baluet, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'ambassadeur qui vient ambassader durant l'émission. Merci Nico, du coup c'est ta première, comment t'as trouvé ? Écoute, un peu stressé, mais ça s'est bien passé. C'était que du plaisir pour ma part. Magnifique. Bon, on va te retrouver ces prochains jours. Merci également à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Rendez-vous demain à 17h avec Benjamin et Manu. On se laisse avec les meilleurs moments de ces JOJ. Bonne soirée et vive l'Olympisme.